En ce qui concerne l'inspiration littéraire, eh bien, je dois dire que dans ma jeunesse, dans mon enfance, j'ai pu lire des auteurs, plutôt des auteurs africains-américains. J'habitais dans la région parisienne et j'étais avec ma famille victime du racisme. Et j'ai eu la chance de lire très jeune Richard Wright, qui m'a beaucoup inspirée, parce que je me reconnaissais dans ces personnages. J'étais comme ces personnages, une noire dans un monde de blancs. Et dans cette France des années 60, effectivement, il y avait beaucoup de racisme. Alors je m'identifiais parfaitement à ces gens qui étaient rejetés, qui étaient exclus, qui étaient marginalisés et qui devaient survivre dans un monde de haine et d'hostilité. Et puis, j'ai lu les auteurs français classiques et Zola m'a particulièrement intéressée. Je crois que c'était mon auteur favori. Tous les livres qui parlaient de cette misère, de ces gens qui essayaient de lutter et sur lesquels le sort s'acharnait, c'était très intéressant pour moi. Et je crois que ça m'a forgé au niveau de l'écriture. Je me suis vraiment inspirée de Zola. Aujourd'hui, je crois que c'est un auteur qui est un peu mis de côté parce qu'on considère que sur le plan social, bon, ces tableaux de la France de cette époque étaient un peu exagérés peut-être. Mais c'est un auteur qui m'a plu. Plus tard, j'ai lu des auteurs comme Simone Schwarzbart. Simone Schwarzbart, c'est tout le monde créole qui s'ouvre à moi. Et puis Jacques Roumain aussi, l'auteur haïtien, avec le gouverneur de la Rosée. C'est intéressant, il y a beaucoup d'eau dans ces titres. Gouverneur de la Rosée et Pluie et vent sur tes lunes miracles. Alors pour une petite fille qui a grandi sur le continent européen, eh bien voilà, c'était un monde qui s'ouvrait réellement à moi. Et on m'avait offert également un livre de contes et légendes des Antilles. Alors, avec les histoires que me racontait ma grand-mère, puisqu'on parle d'inspiration, ma grand-mère n'était pas un écrivain, un grand auteur, mais c'est elle qui m'a donné le pays Guadeloupe, avec ses histoires, avec ses contes. J'ai lu les contes et légendes des Antilles, mais il y avait toutes les histoires que ma grand-mère me racontait et qui me fascinaient, qui me terrorisaient, puisqu'il était question de diablesse, de soucougnan, de diable, de zombies. Voilà mon inspiration. Et mon auteur favori aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, c'est Toni Morrison. Toni Morrison, j'ai découvert son œuvre en Guadeloupe. Quand je vivais en Guadeloupe, j'avais déjà peut-être 27 ans, 28 ans. Et un jour, je me baladais dans une bibliothèque et j'étais attirée par le visage de cette femme en 4e de couverture. Et le livre s'appelait La chanson de Salomon. Aujourd'hui, je crois qu'on a changé le titre, on dit Le chant de Salomon dans les nouvelles traductions. Mais ce livre a été pour moi vraiment une révélation, une ouverture sur un monde qui faisait écho à ce que j'avais en moi, ce que j'avais envie de dire en tout cas sur l'humanité, sur ce monde noir. C'est un auteur qui, à mon sens, n'est pas seulement cérébral, c'est une plume magnifique et magistrale. Toni Morrison, je la compare souvent à ces chanteuses. Le son sort du ventre et des tripes et des entrailles. Le son ne sort pas seulement de la gorge. Alors voilà,
C'est un auteur qui a une profondeur, qui entre dans le texte et qui se sert des mots. Et les mots portent, chaque mot, et pourtant je lis dans les traductions françaises qui perdent, j'en suis sûre, j'en suis persuadée, qui perdent beaucoup en intensité, en force, mais je sens une intensité dans cette écriture. Et j'ai beaucoup aimé jazz, ensuite Chanson de Salomon, Soula, L'œil le plus bleu. Toni Morrison, c'est un auteur que j'admire énormément. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour cette première question. C'est étrange, je suis revenue vivre à Paris en l'an 2000. J'ai vécu 20 ans en Guadeloupe, mais je suis née à Paris. Et je suis née à Paris dans le 14e. Ici, nous sommes dans le 14e. Le 14e, c'est un quartier qui me parle, parce que imaginez que quand j'ai cherché un appartement, on m'a proposé 3 appartements. Et il y avait ce quartier, rue du Général Serré de Rivière, où j'ai vécu avec mes parents quand nous sommes revenus du Congo. C'était exactement cette rue-là. Et c'était en face. Nous habitions dans un appartement de l'autre côté de la rue du Général Serré de Rivière. Alors effectivement, quand j'ai vu apparaître ce nom de rue, j'ai dit tout de suite, c'est cet appartement-là que je veux, parce que moi je me dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est incroyable quand même, dans ce grand Paris, qu'on me propose quelque chose qui me renvoie à l'enfance. Et mes frères et sœurs ont été également très troublés de voir que j'habitais dans cette rue-là. Ça a réveillé des souvenirs, parce qu'il y avait des choses assez douloureuses qui ont été vécues ici, dans cette rue du Général Serré de Rivière. Mon père était revenu d'Indochine avec une femme. C'était la guerre d'Indochine, et il était revenu avec une femme et 2 enfants. Et avec ma mère, ces 2 femmes ont vécu ensemble dans un appartement de la rue du Général Serré de Rivière. Et il y avait beaucoup de silence, il y avait des silences pesants. Imaginez 2 femmes qui vivent ensemble et l'autre qui est d'Asie et qui est plus ou moins cachée, qui ne maîtrise pas la langue française. Et ma mère qui est la femme légitime avec ses enfants, et ces 2 femmes sont face à cet homme, ce militaire de carrière, un peu comme des petits soldats, et elles obéissent et elles sont terrorisées toutes les 2. Alors voilà, c'est la rue du Général Serré de Rivière. C'est un quartier qui m'inspire, qui n'est pas pour moi sans âme, parce que moi je vis beaucoup aussi avec les fantômes, avec ceux qui ne sont plus là, et je me sens bien, je me sens chez moi, ici, dans le 14e. Je vais souvent vers d'Enfer Rochereau, où il y a le lion de Belfort. Et ce lion, je me souviens avec mes frères et sœurs, quand nous étions petits, nous avions l'impression que ce lion était un lion échappé de la savane africaine. Et ça nous renvoyait aux insultes racistes qui nous étaient balancées par les enfants. Retournez chez vous en Afrique. Et nous, on avait bien envie des fois de retourner en Afrique aussi, puisque cette Afrique était peuplée d'animaux extraordinaires. Alors voilà, le quartier, ce 14e là, c'est un lieu, je suis heureuse d'être revenue ici. Je suis très heureuse d'être revenue ici, précisément ici, puisque j'ai vécu pendant quelques années avec mes enfants dans ce même quartier. Et c'était pour moi une manière de me réconcilier avec cette France qui m'avait rejetée quand j'étais plus jeune. Ma fille est allée au lycée, pas très loin, et dans ce lycée, il y avait 60 nationalités. Donc ce n'était plus du tout c'est ce que j'avais vécu, où nous étions les seuls noirs et rejetés par les gens autour, des gens ignorants qui avaient peur de la différence et qui rejetaient l'autre parce qu'il venait d'ailleurs. Donc
j'ai été heureuse de faire partager cette France que j'aime bien avec mes enfants. Voilà, pour mon quartier. La petite enfance, c'est très tôt le sentiment d'être différent, d'être mise à part. Et je vis avec ma famille. Je me souviens, les premiers souvenirs, c'était peut-être... je ne parle pas de l'Afrique, puisque j'étais en Afrique dans les années 60 avec mes parents, ma famille. Mais les premiers souvenirs en France métropolitaine, dans la Sarthe, souvenirs d'école assez violents, puisque j'apprends à écrire, je sais déjà écrire, et je l'ai raconté dans mon livre L'exil selon Julia. Je sais déjà écrire puisque j'ai un frère aîné qui lui, tous les soirs, essaye d'aligner ses lettres, ses petites lettres, et nous avons 1 an de différence, et j'essaye de l'imiter, et je sais déjà écrire quand j'arrive au cours préparatoire. Et je suis fière d'aligner des lettres, des A, des L devant la maîtresse. Et elle est étonnée de voir cette petite négresse qui écrit déjà. Comment se fait-il qu'elle écrive déjà? Et elle m'envoie au tableau. Et je prends la craie avec ma main gauche. Et je suis tellement fière. Et je vais aligner les lettres. Une rangée de L. Et la maîtresse me bat. Elle me tape, elle me demande de présenter ma main gauche, puisque je suis gauchère. Et elle prend une règle et elle me demande de rassembler mes doigts, comme ça, comme pour cueillir un fruit. Et elle me frappe les doigts avec sa règle, parce qu'il ne faut pas être gauchère à cette époque-là. Et ensuite, elle me dit que j'écris comme les Arabes, de droite à gauche, alors que moi je pensais que j'écrivais très bien, et c'était le cas pour beaucoup de gauchers, hein. On commence à écrire à droite, mais je formais très bien les lettres. Et elle m'a frappée et elle me dit, là, on n'est pas chez les Arabes ici, on n'écrit pas comme ça, et parce qu'elle avait dit la négresse, regardez la négresse, elle a fini avant vous. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui avait eu elle-même une sœur gauchère et qui savait le traumatisme que c'était de vouloir inverser les choses. Et ma mère, il faut imaginer, dans les années 60, hein, une femme de la Guadeloupe, hein, quand même un peu timorée, qui ose se présenter face à l'éducation nationale qui est dressée devant elle, et qui va voir la maîtresse et qui lui dit « Laissez ma fille, elle est gauchère ». Et ensuite, j'ai été reléguée au fond de la classe. Mais je suis restée gauchère. Je suis restée noire et gauchère. Donc, ça, c'est des souvenirs terribles parce que je suis isolée, complètement isolée. Et dans l'enfance, il y a ça chez moi. Il y a cet isolement. Quand nous avons vécu ici, puis dans le Val-de-Marne, c'était encore la même chose. L'isolement, le rejet. Mais aujourd'hui, je remercie les gens qui n'ont pas voulu de moi, parce que je me dis, c'est pour cette raison que je me suis tournée vers l'écriture et que j'ai trouvé tant de réconfort à écrire, tant de consolation. C'était pour moi une réelle consolation que d'écrire des histoires, inventer des histoires, me perdre dans un autre monde, dans l'imaginaire. Et je ne suis pas de ces auteurs qui ont commencé par la poésie. J'ai tout de suite commencé à raconter des histoires. J'adore les histoires. Peut-être que j'en ai entendu beaucoup de la part de ma grand-mère, mais j'aime raconter des histoires. Et depuis mes 10 ans, je n'ai jamais cessé de raconter des histoires. Dans la petite enfance, l'écriture est là. L'écriture me console, l'écriture me soutient, me permet de garder la tête hors de l'eau. Dans ce monde très très rejetant, et j'écris mon premier roman à l'âge de 10 ans.
Alors je l'ai souvent raconté. Euh, je découpe des feuilles de papier, je les rassemble, je les couds ensemble, puisque à cette époque il n'y avait pas de photocopieuse, pas d'ordinateur, pas même d'agrafeuse, et je couds ces pages ensemble et je recopie 10 fois ma petite histoire que j'ai inventée. Et je demande, alors mon frère dessinait très bien à l'époque et il m'a fait la couverture de mon petit livre, tu sais déjà, des petits livres. Et je lui ai dit d'aller vendre ces livres aux enfants de la cité, les enfants qui ne voulaient pas de moi. Alors j'avais fixé un prix, je crois que c'était 20 ou 30 centimes, et il a réussi à vendre 3 livres. Je ne sais pas quels sont les lecteurs. Mais sans savoir ce que c'était que le monde des lettres, je savais déjà que ce que j'avais fait, ça avait un prix. Je n'allais pas les distribuer mes livres comme ça, mes œuvres de cette manière. Ça avait un prix. Il fallait payer pour lire quelque chose ça avait voilà, une valeur. Ça avait une valeur. Et c'était déjà l'histoire d'une petite fille dans une cité, une petite fille qui est formidable, qui est extraordinaire et qui mérite d'être connue et qui mérite d'avoir des amis, puisque je n'avais pas d'amis, pas de copains, pas de copines. C'était toujours négresse à plateau, retourne dans ta case en paille, retourne dans ton pays en Afrique, et voilà. Alors, écrire, c'était pour moi une manière d'entrer en relation avec les autres, d'aller rencontrer ces autres-là, de jeter un pont et de se dire, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de barrière et la couleur de la peau, ce n'est pas ça qui importe, c'est vivre ensemble, c'est rire ensemble, pleurer ensemble, se raconter des choses et se tenir debout ensemble aussi. Donc voilà, l'enfance c'est aussi ma grand-mère Julia qui est toujours là et qui me demande de prier avec elle tous les soirs. Nous partagions la même chambre. Elle a vécu 6 années avec nous dans l'appartement de la banlieue parisienne. Et tous les soirs, nous nous agenouillions pour prier. Bon Dieu, fais-nous retourner. Bon Dieu, fais-nous retourner en Guadeloupe. Bon Dieu, fais-nous retourner en Guadeloupe. Alors, elle vivait l'exil, c'est vrai. Mais moi, c'était un exil par procuration, puisque moi, je suis née à Paris, c'est mon environnement. Mais on priait, et on priait tous les soirs. Et puis, je me mettais aussi dans son lit tous les soirs pour qu'elle me raconte des histoires de la Guadeloupe. Ça m'enivrait réellement. J'avais l'impression de plonger dans un monde à la fois magique, tragique, féerique, incroyable. Et je désirais tellement ce monde, je désirais tellement être là-bas. Et j'en ai même voulu à mes parents dans l'enfance d'avoir fait que je sois née en France, arrachée avant l'heure à la terre au pays, à la Guadeloupe. Je voulais être née là-bas. C'était pour moi mon pays, c'était une injustice. C'était une injustice qui avait fait que voilà, mon père avait répondu à l'appel du général de Gaulle, l'appel du 18 juin, il avait rejoint les forces françaises libres et la dissidence, et puis à l'issue de la guerre, il était resté dans l'armée française. Et puis voilà, il a fait sa vie en France. Et pourquoi il aurait dû rester dans son pays, il aurait dû rester en Guadeloupe, comme ça j'aurais connu les jeux des enfants de la Guadeloupe et j'aurais parlé le créole parfaitement et je n'aurais pas été dispersée, écartelée. Voilà. Alors, ce sont mes souvenirs d'enfance et puis beaucoup de frères et sœurs, pas beaucoup de jouets et on s'inventait des mondes avec des objets invisibles. on créait des histoires, on n'avait pas besoin tellement des autres finalement. On était en autosuffisance. J'avais suffisamment de frères et sœurs puisque nous étions 6. Il y a des moments de joie, de complicité aussi face aux parents, à mon père qui était très très dur, très sévère. Voilà, c'est un peu l'enfance.
mon œuvre. C'est vrai qu'on me dit, mais Gisèle Pineau, maintenant vous avez une œuvre derrière vous. J'espère avoir aussi une œuvre devant moi. Et j'espère ne jamais manquer d'inspiration. Ça serait terrible pour moi parce que écrire et inventer des histoires et entrer dans tous ces mondes, pour moi c'est tout à fait vital, c'est nécessaire. J'en ai besoin au quotidien, j'ai besoin d'écrire tous les jours, j'ai besoin d'être dans ces imaginaires-là, j'ai besoin d'accompagner des personnages et de les laisser parler à travers ma plume, à travers mes pages. Écrire toutes ces histoires. Des fois je me dis, bon, à quoi ça va servir puisqu'il y a déjà tellement de livres. Mais je crois que livre après livre, je creuse toujours le même sillon. J'écris toujours un peu les mêmes histoires. Dans mes livres, les personnages se construisent, les personnages sont en construction. Les personnages doivent regarder en face les fantômes de leur enfance et de leur passé, les fantômes de l'histoire intime et familiale, et en même temps les fantômes de la grande histoire. Puisque souvent, dans mes romans, on retrouve des personnages qui ont vécu des drames dans leur enfance et qui doivent se construire avec cela. On leur dit à toute force d'oublier ce passé, et en même temps, il y a la grande histoire qui est là, qu'on ne peut pas changer et qui mine parfois. Alors je veux parler de l'esclavage, bien sûr, je veux parler du passé colonial des Antilles, je veux parler de toutes ces guerres coloniales également. Et dans mes romans, les personnages souvent vivent l'exil. Alors ça rejoint un peu mon propre parcours, la douleur de l'exil, la confrontation avec un nouveau monde, comment s'adapter, comment entrer dans ce monde-là, comment rester soi-même tout à la fois. Il y a également des histoires de domination qu'on retrouve par exemple dans l'Espérance Macadam, des histoires d'enfance brisée, d'inceste, de drames familiaux comme ça, cachés, couvés, occultés aussi, il faut retrouver la mémoire parfois dans mes romans, et c'est un véritable travail de psychanalyse. Il y a toute une dimension psychologique également, c'est important pour moi de montrer des personnages vivants, entiers, complexes. Je veux vraiment leur donner de la chair, je veux les sentir, je veux les voir. Et mes livres montrent des personnages qui sont tellement vivants avec tous leurs sens, puisque moi j'écris avec tous mes sens. Et je voudrais que le lecteur puisse rencontrer ces personnages qui viennent me visiter parfois, parce que j'écris souvent en laissant la porte ouverte. Je suis très réceptive en fait. Quand je suis dans la création, je me laisse visiter, je me laisse posséder un peu par des personnages qui débarquent et qui veulent entrer dans le roman. Donc vraiment, je laisse la porte ouverte. Et c'est très jubilatoire d'écrire de cette manière-là. Quand tout n'est pas programmé, quand il n'y a pas un plan strict et que je ne m'accroche pas de toutes mes forces à ce plan-là, quand je laisse tout ouvert et l'inspiration, là, à ce moment-là, vient, les choses arrivent, comme si tout avait déjà été écrit avant moi et que l'histoire avait sa propre logique que moi je ne connaissais pas encore. Souvent c'est cette manière-là que j'écris, même dans le choix des personnages. Parfois il y a des noms qui ne collent pas, je sais que ça ne va pas, c'est pas le nom de cette personne-là, de ce personnage-là, et je dois changer le nom. Et ensuite tout va prendre sens, parce que
il y a des jeux obscurs, je ne maîtrise pas tout. Alors, j'écris avec la mémoire, je mélange les temps, et ça c'est aussi très passionnant pour un écrivain, de mélanger le passé, le présent, le futur, parce que c'est comme dans la vie, on est là à ce moment présent là, mais en même temps on se souvient de ceux qui sont passés, de personnes que l'on a aimées, qui ont disparu, qui sont partis, et puis on est dans le futur, parce qu'on a des projets, on a toujours des projets, et ça j'adore mélanger tout cela dans mes personnages, dans mes textes. J'écris contre les préjugés, j'écris contre le racisme, j'écris parce que je me dis que on n'aura jamais assez de livres qui parlent du racisme, qui parlent du rejet de l'autre, qui parlent de l'autre dans sa différence et qui disent que c'est la beauté et la richesse du monde que d'avoir tous ces gens. Chaque personne est un monde en soi. Alors, avec une langue, avec une cuisine, avec une culture, pour moi, tous les peuples sont riches et ont des choses à dire et à apporter à la diversité du monde. Ça, c'est un peu mon credo. Alors, les Antilles, la Guadeloupe, c'est tout petit, c'est minuscule, ça n'apparaît pas sur toutes les cartes. Et puis, il y a toute cette richesse, toute cette diversité, et puis de la Caraïbe également. Donc j'essaie d'ouvrir également mes ouvrages sur le reste de la Caraïbe, sur Haïti, la Dominique. J'ai parlé de l'île de Montserrat dernièrement dans un de mes livres. Je veux replacer la Guadeloupe dans son environnement caribéen, parce que les Antillais, en tout cas les Domiens, comme ils n'aiment pas qu'on les appelle, Guadeloupéens et Martiniquais sont souvent seulement tournés vers la France métropolitaine. Ils ont complètement délaissé leur environnement caribéen. Et moi, c'est important pour moi de repositionner l'île Guadeloupe. Alors, je vous ai parlé de l'exil, des préjugés, de la domination. Bon, souvent, on m'a dit que dans mes livres, les femmes étaient très présentes. Mais je dois vous dire sincèrement que je parle des femmes, mais je ne suis pas une auteure féministe au sens... je vais me faire des ennemis. Je ne suis pas une auteure féministe qui défend uniquement les femmes. Je m'intéresse à tous les gens qui sont opprimés, qui sont dominés, écrasés. Voilà, je m'intéresse à toutes les injustices. Et ça peut être aussi bien le sort d'enfants. Et d'ailleurs, il suffit d'allumer son poste de télévision pour voir que c'est l'horreur quand même sur cette terre du 21e siècle, avec des enfants qui sont forcés à travailler, qui ne vont pas à l'école, qu'on prostitue, qu'on abuse, qu'on leur met des armes dans les mains. C'est terrible quand même, ce monde barbare, très très barbare, très moderne, très intelligent et en même temps très barbare. Alors voilà, c'est ce qui m'interpelle et voilà, j'écris contre cela. Et puis peut-être, qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter que je sais que ces livres sont toujours orientés, voilà, vers l'espérance, en tout cas, vers l'espérance. Il y a une histoire commune, partagée, une histoire de l'humanité. Il y a les petites histoires intimes et familiales. Et puis, ce passé-là, on ne peut pas le changer, mais on peut construire encore des choses. Il y a toujours de l'espoir. Et dans mes romans, je crois qu'il y a toujours, voilà, cette petite pointe d'espoir. Même si, parfois, vous savez, j'ai une fois une lectrice qui m'a dit « Mais Gisèle Pineau, votre livre, il y avait tellement de souffrance, c'était tellement dur. » Je dis « Mais il y a de l'espoir. » Elle m'a dit « Oui, mais il faut lire 400 pages avant d'arriver aux 2 dernières pages d'espoir. » Je dis « Oui, on traverse, il faut traverser
des éléments déchaînés, une nature féroce, et puis arriver à une petite clairière, et il y aura de la lumière. Alors l'insularité c'est un rêve d'enfance, hein, puisque je vous disais tout à l'heure que je priais avec ma grand-mère quand je vivais ici, dans le Val-de-Marne, en Île-de-France. Je priais pour retourner là-bas. La Guadeloupe, pour moi, c'est le papillon, l'île papillon. C'est incroyable, une île quand même qui a la forme d'un papillon. C'est extraordinaire d'habiter sur un papillon, sur les ailes d'un papillon. Alors ce papillon parfois peut être un peu tourmenté, puisque sur l'une de ses ailes, il y a un volcan qui est terrible, la Soufrière, et qui a déjà fait des siennes. Et puis il y a l'autre aile qui est plus alanguie, plus plate, et toute blanche, calcaire, et entourée de belles plages avec du sable fin et des plages de cocotiers. C'est l'île, c'est le côté paradis, comme disent les gens qui ne connaissent pas tout à fait la complexité de ces îles. Vivre sur une île, c'est vivre sur un continent. Vous savez, moi je ne me sens pas à l'étroit sur cette île. Et d'ailleurs, je crois que je vais vivre très bientôt, partir très bientôt, vivre sur une île encore plus petite, qui est Marie-Galante. Et j'ai envie de vivre là. Je ne vais pas me sentir prisonnière, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a parfois ce sentiment-là, éprouvé par les Iliens, qui considèrent qu'ils sont prisonniers, qui sont dans une geôle sur cette île, une geôle cernée par la mer, comme ça à l'horizon, il y a cette mer. Et moi je vois d'autres îles à l'horizon, je vois d'autres possibilités, je vois d'autres aventures aussi. Alors je ne me sens pas à l'étroit sur cette île, je me sens libre d'aller et venir. Et puis c'est tellement facile de quitter l'île aussi, quand parfois on a le sentiment d'étouffer, mais je n'ai jamais éprouvé ce sentiment-là, même si je suis venue vivre pendant 9 années ici, dans la région parisienne. Je ne me sens pas étouffée sur l'île, et je vais y retourner très bientôt. Voilà.